je m'appelle Romain Evangelista, j'ai 31 ans, je suis français, originaire d'Avignon. Je suis arrivé en Russie en 2012. Je viens de finir mon école de commerce, Subdeco Montpellier. J'avais à l'époque une amie russe et elle me disait à l'époque on n'a pas de département marketing et comme je sais que ta spécialité c'était web marketing et e-commerce, c'est exactement ce dont on a besoin. Et ça m'intéressait beaucoup parce que d'une, la Russie je ne connaissais pas du tout, je ne connaissais pas la langue russe. Et je me disais bon c'est une belle expérience et j'étais parti sur en fait un contrat d'un an avec eux. Et ça s'est bien passé. Et suite à la fin de la première année, j'ai entendu que l'entreprise voulait se focaliser plus sur la vente de billets en ligne et ils voulaient délaisser en fait la filiale. Et on avait l'opportunité de racheter l'entreprise et c'est ce qu'on a fait. Donc on a fait un rebranding et maintenant elle s'appelle Ambassadors Studies and Work Abroad. Donc ça fait la 4e année qu'on est sur le marché. Ça marche bien. On a vu qu'il y avait un potentiel, on l'a développé, on s'est associé avec un partenaire russe. Et depuis, on tourne avec une équipe de 5 membres permanents et une armée de stagiaires, que ce soit russes, étrangers. Pour les Russes qui partent à l'étranger, après, on a un petit volume d'étrangers, étudiants étrangers qui viennent à Saint-Pétersbourg et on offre un package stage, cours de russe et logement. En fait, moi je suis arrivé, j'ai d'abord fait un business visa, en fait 6 mois, donc ça a l'air 3 plus 3. 3 mois on reste sur le territoire russe, on sort une semaine, et puis après on rentre sur le territoire, on finit ces 3 mois et on enchaîne en fait comme ça les business. Mais au bout d'un moment ça prend la tête, en particulier quand on fait du travail temps plein. Donc j'avais entendu parler du visa vacances-travail, c'est ce que j'ai fait pour Sinbad la première année, mais après c'est plus compliqué. Parce que si on veut rester pour du long terme, il y a un autre visa qui s'appelle le visa RVP. C'est un visa en fait, de travail qui permet de rester sur le territoire russe pendant 3 ans. Mais c'est la croix et la bannière, justement pour obtenir tous les papiers. J'ai mis, sans plaisanter, j'ai mis 12 mois pour rassembler tous les documents, en enchaînant en fait, des visas de business 6 mois, 6 mois. Et finalement, j'ai déposé mon dossier qui a été accepté. Et donc, j'ai dû passer les tests de russe à l'oral, à l'écrit, tests d'histoire, tests de loi. J'ai dû apprendre des choses que les Russes probablement ne savent pas eux-mêmes. Donc, c'est un petit peu l'ironie du sort. Mais en plus, il a fallu avoir des apostilles, divers documents. Enfin bon, c'était vraiment rocambolesque. Et finalement, j'ai eu en fait, ce visa RVP et tous les ans, il faut que je renouvelle, il faut que je passe à l'immigration russe pour dire les gars, je suis là en fait. Bon, c'est pas seulement en fait les gars, je suis là, il faut aussi en fait remplir des documents, signer des papiers, etc. Et tout. Après le visa de 3 ans de travail RVP, il y a ce qu'on appelle le JIT Najitesva, qui est pour 5 ans, donc toujours la même procédure. En fait, c'est plus simple que le RVP, en fait, il y a moins de documents à fournir dans le dossier. Et après les 5 ans de ce visa spécial en fait, de résidence russe, on a le droit à demander la nationalité russe, le passeport. Mais par contre, ça veut dire laisser de côté en fait, son passeport, sa nationalité française, donc ce que je ne veux pas faire. Ça, c'est une très bonne question parce qu'en fait, la première fois, c'était pas en 2012 que je suis arrivé en Russie, c'était en vacances en 2011. Je ne savais pas du tout, mais alors du tout à quoi m'attendre. Je suis arrivé à l'aéroport, l'ancien, non pas en fait le moderne, en fait à l'aéroport Pulkovo qu'on connaît maintenant. Je suis arrivé en fait à Pulkovo, l'ancien en fait, c'est la prison soviétique. Dès qu'on arrive, c'était vraiment le cliché de tout ce qu'on peut attendre. Il y avait des files d'attente à n'en plus finir. Dès qu'on arrivait à la douane, on nous recevait à la soviète. Une fois que je suis arrivé à Saint-Pétersbourg, au centre-ville, j'ai vu que c'était grand, c'était beau, c'était moderne, il y avait des bâtiments historiques. C'était assez intéressant et enfin, malgré beaucoup de choses qu'il fallait reprendre ou à développer, je voyais qu'il y avait un potentiel énorme à Saint-Pétersbourg. Énorme. Et ça m'a incité justement à venir en Russie et d'y aller pour du travail, pour développer un business. Parce que si j'avais pas eu cette première approche en 2011, peut-être que j'aurais dit non dès que j'ai fini mes études et voilà. Et le fait de voir par soi-même, en fait, ça efface plein de clichés, plein de stéréotypes qu'on a sur les Russes, sur la Russie. Et franchement, on est loin de ce qu'on nous a appris à l'école ou autre, enfin tout ce qu'on peut voir sur Internet ou dans la presse en général. Zéro. J'avais commencé en 2012 quand je suis arrivé. J'apprenais en fait le russe le matin et l'après-midi je travaillais. J'avais fait 3 mois en cours normal, 20 heures par semaine. Au départ j'étais dans l'optique, dans la perspective de dire bon, en 6 mois je parle russe.
Et finalement, c'est une langue qui t'apprend l'humilité, hein. Franchement, je me suis dit non, ça va pas être en 3 mois, ça va pas être en 6 mois. Et on m'a mis en relation avec une babouchka, en fait, une grand-mère russe qui avait 30 ans d'expérience en tant que prof de russe avec des étrangers, quoi. Avec elle, j'avais fait des progrès magnifiques. On faisait de la conversation, de la grammaire, de l'écrit. Et elle m'a suivi pendant 2 ans et demi, quoi. Et puis après, ça allait mieux, quoi. Il faut lire le russe, il faut parler russe. Trouver des chambres, c'est facile. On peut trouver des chambres, mais il y a beaucoup de chambres dans des appartements soviétiques, on va dire. Donc c'est pas les normes européennes ou américaines, c'est les normes russes. Les gens vivent en général dans ce qu'on appelle des общежития, c'est des appartements communaux. Voilà, on peut trouver tout comme colocataire. Même on peut trouver en fait ce qu'on appelle des общаги. Ce sont des foyers étudiants dans lesquels on peut vivre. Bon, notamment en fait j'ai 5 stagiaires français qui sont en l'occurrence à l'université de Finek et qui vivent dans des общаги. Bon, ils me disent que bon, c'est tout neuf, c'est 150 € par mois, tout inclus. En plus, il y a la femme de ménage, cuisine commune. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut. On peut s'en sortir avec des chambres à partir de 1500 roubles. Ça va pas être du 5 étoiles, bien sûr, mais assez pour vivre. Avito, qui est le Bon Coin version russe, ou alors profondormo.ru, ou alors d'autres sites en fait, qui sont connus de Russes. Pas du tout. En fait, des fois, il y a beaucoup d'accords oraux. C'est même rare que des fois, en fait, les gars demandent des cautions. En Russie, s'il y en a un qui ne règle pas ou qui ne plaît pas tout simplement, on le fout dehors. On ne va pas être ennuyé par la police ou alors par des tribunaux, n'importe quoi. Ils ne sont pas procéduriers du tout. Voilà, tu prends tes affaires, tu dégages. En fait, les Russes sont un grand paradoxe parce que quand on se balade dans la rue, on voit en fait des visages fermés. Ils ne parlent pas beaucoup, que ce soit en fait dans le métro, dans les bus, etc. Mais en fait, quand on s'approche d'eux, on devient plus amis, ils s'ouvrent directement et dès qu'ils vous reçoivent comme si on faisait partie de la famille. C'est très russe en fait de recevoir les gens et ils ont un grand cœur, ils ont une grande âme. Franchement, c'est quelque chose qu'il faut savoir. C'est pas du tout le cliché du russe bougon et très ours et très hirsute. On joue dans l'équipe Saint Petersburg White Knight, qui est l'équipe de la Crosse de Saint-Pétersbourg. On est une équipe amateur. Dans l'équipe, j'ai fait ami avec plein de Russes et franchement, c'est des gens tout à fait charmants en fait. En équipier, on descend les bars, en fait, boire des bières bien sûr, comme des rugbymen ou autre chose. Mais aussi, on passe beaucoup de temps ensemble, on s'invite à la maison pour des bouffes et puis c'est très sympa, franchement, j'apprécie et on peut se faire des potes assez rapidement en fait. Je dirais plus en fait la différence entre l'Amérique et la Russie parce que je travaille beaucoup avec les Américains, j'en vois beaucoup de Russes hein, aux États-Unis. En fait, la première chose qu'on voit c'est Hi, how are you? It's great, man. Là, en fait, c'est tellement, enfin c'est pas une critique, mais c'est tellement exagéré en fait. Venant de l'Europe de l'Ouest, c'est choquant, mais c'est là encore plus quand on vient de la Russie parce que on masque ses expressions de visage, on masque en fait ses pensées, etc. Et même sourire en fait dans le métro, ça se fait pas quoi. Et je travaille aussi avec des étudiants américains qui sont en échange, programme d'échange ici à Saint-Pétersbourg, quoi. Et je souris aux gens dans le métro, mais c'est naturel, on m'a appris ça aux États-Unis. Et là en fait, dans le métro russe, on ne sourit pas en fait. Pour eux, ça me paraît pas naturel. Et c'est sur ça en fait que j'insiste quand j'ai des participants russes qui partent aux États-Unis. Ne soyez pas choqués par la différence culturelle. Je veux dire, si y a des gens qui vous posent 3 milliards de questions, enfin sur d'où vous venez, etc. Et tout, je veux dire, ils ne travaillent pas pour la CIA. Hein, c'est juste que c'est l'Amérique. En fait, c'est comme ça. Quand on est un homme et qu'on a un rendez-vous, même si c'est pas un rendez-vous galant avec une femme, il faut avoir de l'attention. J'ouvre la porte, elle rentre. J'enlève son manteau, je le mets au porte-manteau et je suis au restaurant et c'est l'homme qui paye tout en fait. Si un homme ne paye pas pour une femme, c'est considéré comme une insulte. C'est comme ça que ça se fait en fait. C'est pas forcément que c'est un rendez-vous galant, c'est juste un rendez-vous. Et puis après, quand c'est fini, je remets le manteau sur les épaules, etc. Et tout. On ouvre la porte des voitures, mais franchement, c'est au millimètre près. Voilà, c'est comme ça. Ils ont une culture en fait familiale. Bon, en fait, le noyau, c'est la famille ici en Russie. Bon, en France, on a les aides sociales, on a plein de choses en fait pour protéger l'individu, protéger les familles, etc. Ici en Russie, bon, il n'y a quasiment aucune aide sociale.
On a tendance à croire que le russe, c'est le caucasien, blanc, slave, orthodoxe, mais en fait, c'est pas le russe, on parle des Russes, parce que non seulement en fait, on a des Russes dits blancs, en fait, on a des Eurasiens, on a des Asiatiques, on a des Russes en fait, du Caucase. Chacun a sa culture, chacun a sa religion, et pourtant en fait, ça forme une nation entière. Et ils sont basés sur le noyau familial. Parce que c'est une protection sociale. C'est pas rare de voir en fait les grands-parents, les parents, les enfants, les petits-enfants regroupés tous ensemble sous le même toit. Et les parents en fait aident leurs enfants. Et puis quand les parents sont plus vieux et qu'ils n'ont pas une grosse retraite, les enfants viennent à les aider. On est tous ensemble face à la diversité. Et c'est bien d'avoir conservé ça en fait. Oui, alors si vous ne parlez pas russe, si vous n'avez pas de connexion et si vous n'avez pas de savoir-faire particulier, ça va être compliqué. Les entreprises ici en Russie n'engagent pas de stagiaires parce que c'est la croix et la bannière encore une fois pour les papiers. Il faut déclarer des stagiaires, il faut payer des choses. En fait, c'est du bénévolat quoi. Bah, pas tellement en fait, pour vous dire la vérité, quand j'étais à l'immigration, j'ai dit je veux utiliser le visa vacances-travail. La femme au comptoir, elle m'a dit mais ça existe? Elle me dit, elle a trouvé les pages. Ah bah oui. Ah bah en fait vous êtes le premier sur Saint-Pétersbourg à faire la demande. Non, je pense pas, parce que en fait, dans les bars et les restaurants, c'est au black en général. C'est pas un mystère, hein. Même en France, c'est beaucoup au black, à l'hôtellerie, la restauration, voilà. Faire passer les relations. Voilà, c'est le réseau en fait. Facebook, Frontacti qui est le Facebook russe, qui marche mieux que Facebook. En fait, Facebook c'est même pas utilisé en Russie d'ailleurs. Non, ça marche pas trop en fait. Bon, c'est généralement en fait des stages non payés, c'est des partenaires en fait linguistiques pour des conversation clubs, c'est ce genre de petits trucs. Mais alors un boulot à part entière, bien rémunéré, non. Si vous commencez, si vous êtes étudiant, vous commencez en fait dans la vie active, c'est très dur. Les salaires moyens, ça tourne environ autour de 25-30 000 roubles par mois, ce qui correspond en fait à 400-500 euros. Voilà. Bon après, bon, la vie est un peu moins chère aussi, donc voilà. Mais bon, c'est pas en fait des grosses fortunes. Maintenant, si vous avez un savoir-faire particulier, il y a des gros salaires, hein. Pas seulement à Moscou, mais aussi à Saint-Pétersbourg. Le système de management à la russe, c'est encore le système vertical, c'est-à-dire le patron ici et les employés là. Je sais que, bon, ça c'est un système qui relève des années 80-90. Maintenant, aujourd'hui en Europe, aux États-Unis, on est plus un système à l'horizontale. Le patron ici, les employés. Et on compte en fait sur le retour de chacun justement pour améliorer le service en entreprise. Ouais, il y a certaines choses qui me manquent. Le petit brie, par exemple, ouais, c'est ma faiblesse. Ouais, en fait, ils ont des boulangeries françaises ici, donc on retrouve beaucoup de choses à la française. Et puis, de toute façon, il y a une relation spéciale entre Saint-Pétersbourg et la France par la culture enfin, historique. Bon, c'était la ville des tsars ici, et il y avait une relation spéciale. Le français était couramment parlé jusqu'à la révolution de 1917. Il y a beaucoup de Russes qui, encore aujourd'hui, parlent français à Saint-Pétersbourg. On sent qu'il y a une tendance culturelle en fait, qui se prolonge. J'ai fait donc Saint-Pétersbourg, Moscou, Petrozavodsk qui se trouve en Carélie. J'ai fait Pskov, Mourmansk et j'ai fait le Kazakhstan à Almaty. Mourmansk, c'était comme, on aurait dit une ville de ghetto avec des tours de béton, en fait, vraiment l'ancienne ville soviétique, etc. Moscou, c'est une ville assez particulière, c'est bien pour le business, beaucoup plus agressif. Moscou, c'est beaucoup plus cher comparé à Saint-Pétersbourg. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a plus d'étudiants à Saint-Pétersbourg qu'à Moscou. Oui, historiquement, c'est une ville beaucoup plus parlante, qui a beaucoup plus de sens. Moscou, c'est bien pour les affaires, mais on devient fou au bout d'un moment. Il y a des gens qui ils sont pressés, qui bousculent les uns les autres, c'est super compétitif. Enfin, voilà, on n'a pas de temps à soi et on n'a pas en fait un havre de paix. Tandis que Saint-Pétersbourg, c'est charmant. C'est des bâtiments qui rivalisent de beauté avec des monuments en fait, centenaires. C'est une ville-musée tout ça. Здравствуйте, ça va être un peu plus dur. C'est-à-dire bonjour, si vous pouvez dire привет, salut.
Как дела? Comment vas-tu? Спасибо, merci. Пожалуйста, je vous en prie. Au revoir. До свидания. Combien ça coûte? Сколько стоит? Я француз, je suis français. Немножко говорю по-русски. Je ne parle pas russe, je ne parle pas beaucoup russe. C'est un moyen d'apprendre, notamment mon stagiaire. Il est venu comme étudiant, et c'est à force de participer dans des events, à se renseigner, à se faire des copains, des copines, à avoir des fiancés russes, etc., justement, qu'il a créé son réseau. Et après, c'est le réseau qui lui a apporté, en fait. Il faut y aller, il faut prendre le risque d'y aller. On peut se casser la gueule, c'est vrai, mais on peut réussir aussi. Ceux qui cherchent un stage en Russie ou qui cherchent à apprendre le russe, c'est très valorisant en fait de venir en Russie, d'avoir l'expérience russe par soi-même, d'apprendre le russe grâce à des cours en fait, que je peux fournir d'ailleurs, grâce à un réseau en fait, de profs russes certifiés. Compléter en fait, cet apport théorique par la pratique, un stage notamment dans lequel vous pouvez pratiquer un russe professionnel et apprendre avec des collègues russes aussi, à savoir comment on travaille aussi en Russie, parce que travailler en France, travailler en Russie, c'est complètement différent et c'est bien d'avoir une approche globale. Vous pouvez apporter votre savoir-faire en français en Russie et vous pouvez revenir en France avec un savoir-faire russe. C'est très très valorisant.